Hola, buenos días, buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a esta jornada online rumbo a la localización, desafíos y lecciones aprendidas. Bonjour à Antes, tous et bienvenue à cette table ronde sur la relocalisation, sur les défis et les enseignements. Je veux d'abord vous rappeler que cette table ronde est enregistrée et sera sur la chaîne YouTube de la coordinatrice. Elle est traduite en français, en anglais. Vous devez juste appuyer sur le bouton de l'interprétation et choisir votre langage. Felipe, à toi la parole. Bonjour à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Excusez-moi pour l'environnement dans lequel je m'adresse à vous. Je veux vous dire que du point de vue de la coordinatrice et des associations d'action humanitaire, notre idée, c'est l'engagement inévitable avec la qualité de l'action humanitaire et plus précisément sur l'environnement des réponses, de la nécessité d'intervenir avec une grande qualité. Nous avons rassemblé des éléments basiques qui sont dans l'action humanitaire internationale sur la relocalisation. Il y a évidemment des défis. C'est que cet engagement puisse modifier notre propre intervention. Et aujourd'hui, pour les prochaines semaines, pour les prochains mois, les prochaines années, nous devons faire en sorte que l'intervention humanitaire ait un effet réel sur la redevabilité de l'aide humanitaire, que ce soit une tâche qui ait un effet direct sur les personnes. C'est pour ça que j'ai de grandes attentes sur le fait que ce qui vient, c'est le début d'un travail d'ensemble, de partage des expériences, des organisations qui travaillent sur le terrain et que cela profite à tous. Voilà. Je ne veux pas occuper plus d'espace. Je veux tous vous remercier pour cette initiative et remercier toutes les personnes et les organisations qui sont organisées, qui ont poussé pour que ces événements annuels, des événements de la coordinatrice, de la coordination d'ONG puissent réaliser cette table ronde. Merci beaucoup. Bien, écoute, merci beaucoup, Felipe. Avant de commencer, je voudrais toutes et tous vous remercier, toutes les intervenantes, tous les intervenants, et vous toutes et tous qui êtes là, particulièrement Pilar Orduña et Chris, qui sont dans un groupe de relocalisation qui est intégré dans l'action humanitaire de la coordination d'ONG, qui a voulu commencer cet espace de réflexion pour partager des expériences. Et nous voulions préparer aussi cet espace que nous trouvons très important. Je voudrais aussi vous expliquer comment va être la structure de cette table ronde. D'abord, il va y avoir une série de présentations courtes qui présenteront le sujet depuis le point de vue international jusqu'au point de vue le plus national. Comment est-ce que l'AICID encourage la relocalisation? Ensuite, au point de vue des différentes régions avec la coopération basque, pour voir quelles sont les avancées sur ce programme de relocalisation à propos de l'aide humanitaire décentralisée. Ensuite, nous verrons quelles sont les principales découvertes sur la relocalisation au Burkina Faso avec de la théorie à la pratique. C'est ce qui est disponible sur la page d'Oxfam. Nous montrerons le lien sur le chat pour que vous puissiez y avoir accès. Et nous parlerons ensuite de la relocalisation depuis le point de vue de 4 organisations locales en Ouganda, Apoyar et Femmes et Futures en Colombie et la Fondation en Irak pour le développement durable. Nous allons commencer cette table ronde avec des présentations courtes. Compartir vuestras experiencias y reflexiones o planteéis las dudas o preguntas que consideréis. Os queríamos pedir que si queréis participar en este espacio con voz, nos lo digáis a través del chat
para para habilitaros el micro y que podáis. Pero que si la intervención es más bien corta o es una pregunta o una duda, la podéis escribir en el chat y yo misma la plantearé en alto. Après toutes ces Para no robar más tiempo a esta interesante jornada, empezamos. Como os decía, voy a comenzar yo misma. Me llamo toutes les personnes intéressées investigadora de puissent sociedades y partager del IECA, el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, es una entidad que lleva más de 20 años en el ámbito de la acción humanitaria y de la construcción de la paz desde diferentes ámbitos, desde la asistencia técnica, la formación y la incidencia y la generación de espacios de reflexión y debate como es este, ¿no? Y en cuanto al tema de la Et en localización, relation à la localisation du framework plus international, je pourrais dire que notre secteur est caractérisé parce qu'il est constamment en mouvement. Et ce que je veux dire est que nous sommes conscients de nos faiblesses, mais on essaie d'améliorer notre façon de travailler pour garantir la qualité de nos interventions et les droits, la défense des droits de personnes avec qui et pour qui on travaille. Et voilà la myriade des initiatives de projets qu'on veut lancer. On pourrait ouvrir nos débats de structure, de besoins de changement, mais j'aimerais bien me focaliser en le terme localisation. Au début, ce terme a été peu clair. On avait besoin d'une définition, mais vraiment, ce terme, on l'a commencé à utiliser après les sommets de 2019 à Istanbul. Et après ça, donc, ce terme a vraiment été utilisé de plus en plus et de la signature de l'embargo qui était un accord entre les majeurs donateurs et les NGO, l'objectif duquel était de donner plus de financiation pour les personnes et les projets qu'on avait besoin. Donc, dans cet accord, on a commencé à utiliser les mots de relocalisation. 5 années après la signature de cet accord, on faisait une évaluation pour voir si les objectifs ont été en succès. Et bon, le nombre de signataires a augmenté. C'était 34 le 2016 à 63 l'an 2020. Ces chiffres représentent dans les groupes de signataires plus ou moins les 84% du total des contributions des dons internationaux et de l'aide reçue des agences. Mais le sujet aujourd'hui en relation à la relocalisation, c'est important de dire que 2017, c'était seulement les signataires qui ont signé dans les grands bargains. L'objectif, c'était que 25% de l'aide était dirigée vers les acteurs locaux. Et on a passé de 5 l'an 2017, qui était en 9% simplement des signataires, jusqu'à 13% l'an 2020, c'est-à-dire 13%. Ce n'est pas des chiffres merveilleux, mais bon, l'évolution est positive. Et de l'autre côté, si on analyse du total global de fonds d'action humanitaire, quel a été le pourcentage que l'an 2020 ont dirigé vers les ONG locaux, c'est 3%. Avant, c'était un chiffre très, très pareil. Donc, dans ces côtés, on n'a pas tellement amélioré, mais 5 années après d'implémentation du grand bargain et et après les objectifs qu'on a aboutis, on s'est réunis l'an passé pour analyser et assurer le compromis avec cet accord. La participation, c'était d'autres niveaux et on a vu un grand compromis et volonté, donc, et la motivation vers cet agenda. Et c'est comme ça qu'on a les Grand Bargain 2.0, qui est plus conscient, on pourrait affirmer, parce que si on focalise pas en relation aux personnes et la participation dans les centres de projet, on ne va pas pouvoir arriver à nos projets. Donc, ce qu'on veut, c'est
renforcer l'efficacité et la rendition de comptes pour réaliser nos objectifs. Les grands bargains a accordé aussi deux priorités. La première, spécifiquement, c'est un soutien plus important pour le leadership et la capacité des équipes de personnel d'action locale et surtout les citoyens, les personnes plus vulnérables affectées. Une des priorités, c'est la relocalisation. Pour aboutir ces objectifs, pour les réaliser encore plus, on doit toujours éviter à voir comme des partenaires stratégiques les agents locaux parce que leur rôle, c'est fondamental et c'est nécessaire. Ils ont besoin de ressources, de soutien, d'espace, etc. Donc, on pourrait affirmer que le grand bargain, cette nouvelle version, c'est un plan beaucoup plus ambitieux pour insérer, pour incorporer tous ces compromis. En relation à la relocalisation, jusqu'à le moment présent, on a vu quelques avances, quelques améliorations, mais ils ont été pas tellement significatifs en relation aux expectatives de la signature de Grand Bargain. Quelques critiques ont été, par exemple, que cet accord a été développé par les agents où les agents locaux n'ont pas tellement de poids, d'importance. Et dans les structures proposées maintenant, ils ont été incorporés plus d'espaces de dialogue ouverts pour les agents locaux et on veut qu'ils pourront demander des responsabilités aux mandataires. Aussi, il a besoin de participation et leadership, de participation de défense des droits des femmes et d'organisations locaux de droits des femmes. Donc, cette nouvelle structure a l'air un peu plus flexible que l'intérieur et les signataires qui veulent être ou analyser quelques sujets pourront partager dans quelques groupes pour enfortir et partager pendant ce processus. Donc, c'est vrai que ces avancements en relation à la relocalisation sont faibles, mais le fait que la localisation maintenant est dans le discours humanitaire de façon tellement naturelle, quelque chose qui n'était pas le cas ça fait quelques années. Donc, on considère que c'est déjà un pas en avance. Le Grand Bargain était défini dans un moment très important en relation à l'aide humanitaire et le fait qu'on voulait focaliser vers les travaux efficaces, donner les risques auxquels on fait face. C'est sûr que les besoins humanitaires vont augmenter. C'est pour ça que les rôles qui jouent les acteurs locaux, c'est fondamental. Et bon, bref, pour finir, j'aimerais bien partager avec vous que les Interagency Committee, les comités d'action interagence, veut souligner l'importance des acteurs locaux dans les structures de coordination du IS même, c'est-à-dire des actions clés avec quelques indicateurs où on pourrait mesurer ces degrés de participation, de monitoring, de suivi, etc. Et bon, ça c'est déjà je finis et je vais présenter Madame Moreno, qui est qui est responsable de l'AFI, de l'Agence humanitaire. Elle a étudié droit et elle est experte en relations internationales et développement, la coordination en développement. Et comme je disais, elle travaille dans l'Agence espagnole d'action humanitaire. Bonjour Alicia, vous m'entendez bien? Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir organisé cette table ronde. Je vais essayer de me limiter au temps qui m'a été attribué. D'abord, d'un point de vue théorique, celui qu'a présenté Alicia, l'importance de la relocalisation s'explique non seulement par les changements qualitatifs et surtout qualitatifs et quantitatifs de l'approche des organisations, mais aussi la plupart des acteurs du système international qui interviennent dans ce programme.
ce qui est démontré par la réadaptation du cadre avec le grand bargain, le grand compromis mentionné par Alicia. Ce changement quantitatif, même s'il a été discret, a montré un changement de 5 acteurs qui présentaient au moins 25% de relocalisation, ce qui était l'objectif du grand compromis. Et maintenant, nous voyons qu'il y en a 13 en 2021. L'Espagne est un pays qui a financé plus de 25% et même arrivé à 27%. Donc, il y a eu de nouvelles améliorations avec les dernières données disponibles. Je voudrais, de mon côté, depuis le Bureau d'action humanitaire de la coopération espagnole, montrer ce que nous faisons pour mettre en place cette relocalisation de l'aide humanitaire qui est prioritaire. Et la première des questions qui existent dans nos secteurs de travail, c'est d'abord les travaux de promotion pour encourager la participation des acteurs nationaux sur le programme international. Nous insistons dans tous les forums auxquels nous participons. Avec OCHA, le groupe de l'ONU, nous avons souligné pendant le confinement que les acteurs locaux et nationaux étaient vraiment indispensables. Un autre élément de ce plan théorique, c'est que le cadre de l'action humanitaire depuis 2019, qui termine en 2026, montre le besoin d'augmenter le pourcentage d'aide qui est destiné aux acteurs nationaux. Et comme on l'a dit, on a atteint l'objectif depuis 2021. Parmi les autres objectifs que nous avons, il y a le besoin d'établir un marqueur de relocalisation à l'intérieur de la planification multiannuelle. La planification multiannuelle, dans le cadre du Bureau d'aide humanitaire de la coopération espagnole, se fait à travers différents contextes. Nous incluons un marqueur de relocalisation. Comment est-ce qu'on l'observe en termes matériels? On a commencé à étudier dès 2017 le pourcentage de relocalisation de notre bureau qui était autour de 10%. C'est un chiffre qui s'est maintenu en 2018. En 2019, nous avons réussi à l'augmenter de façon notable, quasiment jusqu'à 19%. En 2020, il s'est maintenu. Il a dépassé 20%. Et en 2021, nous sommes maintenant au-delà de 25% et même 27,5% bientôt. Pour montrer comment nous faisons avec des exemples plus tangibles, plus clairs, comment nous décrivons ces contributions. Voyons, en 2021, les efforts qui ont été augmentés de la part de notre agence, les fonds qui sont attribués à la relocalisation montrent des fonds qui sont attribués vers des fonds déterminés par OCHA, l'agence de l'ONU, et par la Croix-Rouge et Croissant-Rouge. En 2021, il y a aussi des réponses qui sont attribuées à la réponse humanitaire. Par exemple, un apport d'1 million d'euros à la Croix-Rouge indienne dans le contexte de l'urgence à cause de l'épidémie de Covid. Un autre exemple d'aide nationale et internationale vers la Croix-Rouge, ce serait un projet de la Croix-Rouge colombienne d'un demi-million d'euros qui avait comme objectif de protéger les familles d'émigrés vénézuéliens qui passaient à travers la région du Nariño et sur le territoire colombien. Un autre exemple qui est un élément qui s'est senti ces dernières années à travers les contributions directes aux acteurs locaux, c'était encouragé surtout depuis 2020. Et sur l'année 2021, il y a une contribution à une ONG locale palestinienne, le Centre pour le développement, dans un projet qui devait aider dans la frange de Gaza les populations en situation vulnérable. Ces contributions directes se montrent aussi des participations au fonds d'OCHA dans le contexte de la Palestine, de la Syrie, de l'Amérique latine, des Caraïbes, concrètement la Colombie et le Venezuela. Quant à ce qui est programmé pour 2022, nous ne pouvons pas encore donner de chiffres, mais l'idée est de maintenir des contributions du même niveau de telle façon à ce qu'on dépasse les 25% dans le programme de relocalisation avec les contributions que j'ai déjà évoquées, en maintenant les contributions déjà existantes vers la Syrie ou la Palestine. En 2021, ça a été plus d'1 million d'euros pour chacune d'elles. Et il est possible que pendant l'exercice 2022,
nous contribuons à d'autres programmes de l'OCHA, des Nations Unies. Nous maintenons aussi des contributions à des ONG locales à travers l'Amérique latine et nous maintenons la ligne que j'ai évoquée de contribution directe des ONG locales sur le territoire palestinien. Et par exemple, c'est l'ONG Art El Insan dans des programmes d'assainissement d'eau. Donc, dans le but d'illustrer comment nous travaillons et de montrer comment sont définis ces 25%. Un autre élément que je voulais mentionner et que j'ai remarqué au fur et à mesure que passe le temps, que nous apprenons comment relocaliser le programme humanitaire. Donc, nous avons reçu des enseignements. L'un des premiers, c'est que pendant l'épidémie de Covid, il était essentiel de voir travailler les acteurs locaux et nationaux. C'est eux qui ont pu garantir l'accès humanitaire à cause des restrictions de déplacement, à cause des systèmes de quarantaine et de confinement. Et donc, ça nous a montré la valeur que cela a de travailler avec des personnes sur le plan local. Une autre leçon, c'est que dans des contextes de haute insécurité, il est démontré que les ONG locales et nationales ont une grande valeur. Il est important d'avoir des interlocuteurs nationaux pour connaître vraiment au premier plan ce qui se passe sur place, sur le terrain. Malgré tout, comme c'est un processus qui est toujours en construction, nous y incluons d'autres priorités dans le cadre du grand compromis ou grand bargain. Nous avons aussi observé de nouvelles nécessités, celles que les organisations locales et nationales aient des moyens d'assurer leur sécurité pour mettre en place leurs projets. Et nous avons aussi vu la nécessité que tous les agents humanitaires doivent s'engager à assurer et assumer les engagements du grand compromis, du grand bargain et du programme de relocalisation. Car Alicia en a parlé, il faut que nous fassions en sorte que ce ne soit pas quelque chose soit uniquement défini par les bailleurs de fonds. Il faut faire en sorte que tous les acteurs du système interviennent. Un autre défi, c'est que tous les acteurs locaux n'ont pas toujours tout ce qu'il faut pour faire face à des défis technocratiques, administratifs très complexes. Il existe dans quelques cas, il y a besoin d'équipes de traduction, par exemple. Enfin, un autre défi que nous avons observé, par exemple au Venezuela, c'est que parfois les ONG nationales et locales sont un petit peu harcelées, ce qui empêche les bailleurs de fonds de leur permettre d'agir. Donc, il faut augmenter l'influence pour éliminer les restrictions à leur action et d'autre part leur permettre de porter leur attention, d'aider la population. Enfin, je voulais conclure avec une expérience, un succès, une expérience positive de la coopération espagnole à travers mon bureau. Et c'est un travail de relocalisation qui se réalise depuis plusieurs années en Amérique centrale. Le bénéficiaire, c'est la Fédération internationale de la Croix-Rouge et les destinataires sont les fédérations internationales du Guatemala, du Honduras, du Salvador, du Nicaragua et du Costa Rica. C'est un programme de réduction des risques pour ces trois, dont l'objectif est d'améliorer la formation de la population dans les cas d'évacuation, en cas d'urgence. Également des travaux de mobilisation, de sensibilisation de la population. En 2021, nous avons introduit un aspect de genre. Nous avons vu que ce sont les femmes qui généralement dirigent ou mobilisent la population. C'est un projet multi-annuel qui est connexe avec la politique de genre et ça renforce les mécanismes de réponse des organisations nationales de la Croix-Rouge, des organisations nationales. Voilà, ce serait tout de mon côté. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur l'expérience humanitaire. Merci beaucoup, Laura, de nous partager cette expérience sur l'action humanitaire. En plus des enseignements reçus, également, il fallait connaître les défis parce que c'est un espace où nous apprenons tous ensemble. Donc, le simple fait de partager les expériences est très important.
Bien, nous allons maintenant continuer avec Maria El Pilar de l'Agence basque pour la coopération et le développement, qui s'occupe des thèmes humanitaires et du travail avec les ONG et les universités en coopération humanitaire. Elle va nous proposer quelles sont les avancées du programme de relocalisation dans le programme basque. Merci Alicia, merci beaucoup à toutes et à tous sur ce thème passionnant. Et merci de nous prendre en compte à l'Agence basque de coopération pour le développement pour pouvoir nous montrer quelles sont nos avancées. Bon, pour commencer, je voudrais vous dire que pour notre agence basque, la relocalisation est un défi au niveau de l'institution. La coopération basque a toujours favorisé le travail local et a encouragé le développement des capacités et des organisations locales en reconnaissant leur autonomie et leur responsabilité à l'heure où il faut apporter une réponse aux crises qui se présentent sur leur territoire. Donc, de façon très naturelle, nous avons ajouté le pari de la relocalisation quand nous avons parlé du nouveau programme pour 2022-2023 dans ces problèmes d'aide humanitaire. Donc, le traité de régulation de l'aide que nous avons renouvelé en 2019, qui est en cours, parle aussi du défi de relocalisation. Donc, de quoi parlons-nous? Qu'est-ce que nous faisons? D'un côté, nous reconnaissons la valeur de premier plan des organisations locales dans les réponses aux crises humanitaires. C'est pour ça que nous nous reconnaissons la valeur des organisations qui mettent en place les programmes que nous finançons doivent être vraiment locales. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment local? Des fois, il y a des organisations qui surgissent, qui sont issues de la base des populations, qui sont montrées comme des organisations locales, qui prennent leurs décisions de façon locale, ont des comptes locaux, sans dépendre d'un parapluie international, qui prennent des décisions en leur nom. Pour cela, pour nous, nous considérons comme vraiment locales, nous ne considérons pas comme vraiment locales les organisations internationales qui se sont localisées. Nous ne considérons pas non plus les organisations des Nations Unies comme locales, évidemment. Évidemment, si nous travaillons avec eux dans certains projets, c'est très important. Mais ce que nous développons de façon très directe à travers des ONG basques, mais avec des partenaires locaux, c'est autre chose. Nous consacrons 43% de notre action sont organisées par des associations, des partenaires locaux. Quant au protocole de sécurité dont nous avons parlé, nous reconnaissons la valeur des associations locales et c'est important pour elles d'avoir des organismes de sécurité et que leur sécurité soit reconnue. Autre chose que nous prenons en compte, c'est reconnaître leurs capacités et renforcer les capacités qu'elles ont déjà, dont nous pensons ou elles pensent qu'elles sont nécessaires. Et cela de deux façons. D'une part, à travers leur budget, des subventions, avec les fonds des aides publiques, elles peuvent ou elles doivent, c'est souvent une exigence des acteurs humanitaires sur des projets d'1 an de 200 000 euros ou à travers des stratégies de 2 ans et de 200 000 euros. Dans ces cas-là, nous apprécions qu'il y ait un renforcement de leurs capacités. Mais dans le cas des stratégies, nous les obligeons à ce qu'il y ait un renforcement de leurs capacités. Donc, nous demandons à ce qu'il y ait une ligne spécifique qui rende plus tangible toutes les dépenses qui vont dans le renforcement de leurs capacités de ces organisations locales. Ça peut être leur capacité technique, mais aussi stratégique, pour qu'elles puissent réaliser leur planification humanitaire, leur plan de communication et des travaux de promotion, de communication avec d'autres partenaires et qu'elles puissent travailler ensemble sur les principes humanitaires ou même sur le principe d'autoprotection. Nous savons que souvent, elles sont sur le premier front de travail, en première ligne. Et autant physiquement que psychologiquement, elles doivent faire attention à elles. Nous faisons aussi attention en ce moment. Nous arrivons à 13% de notre budget national des interventions qui sont consacrées au renforcement des capacités des partenaires locaux. Et par ailleurs, sur ce qui tient aussi au financement public, à travers la coopération basque, nous organisons aussi des espaces de formation et d'échange et d'apprentissage entre organisations humanitaires.
Il s'agit d'espaces dans lesquels on partage la formation, les expériences, on permet aux organisations de se connaître et de renforcer leurs alliances. Cette stratégie a été approuvée en 2018. Nous avons organisé depuis 4 espaces et en mai, nous allons organiser de nouveaux espaces pour introduire l'espace, la ligne de genre, la politique de genre dans ces espaces. Nous recherchons une participation active des associés, des partenaires qui n'ont pas pu le faire cette fois-ci à cause de thèmes de logistique, à cause de manque d'interprétation et de combustible. Mais nous allons essayer d'associer ces organisations locales au premier plan en respectant leurs expériences. Et nous avons travaillé sur des sujets qui nous concernent tous. C'est le thème de la relocalisation, comment établir un diagnostic des compétences et sur le sujet aussi de la participation et de la redevabilité. Nous avons organisé d'autres formations au Sénégal ou en République démocratique du Congo à travers des coordinations d'ONG de ces pays pour travailler le renforcement. Donc, nous y consacrons beaucoup d'énergie. Un autre élément que nous encourageons, c'est incorporer la population cible dans les projets, mais pas pour avoir leur opinion ou pas pour leur faire travailler sur les activités, mais c'est simplement pouvoir compter sur elles et faire en sorte qu'elles planifient, évaluent et prennent les décisions stratégiques sur les projets sur lesquels nous travaillons. Parce que pour pouvoir aller vers cette participation plus davantage de transformation, nous devons aussi travailler avec une société civile locale forte. Ça fait partie de la relocalisation. Donc, la société civile est vraiment liée à ce travail de relocalisation. Et dans le travail de redevabilité, il y a un outil qui nous permet de voir à quel point nous travaillons sur ce sujet. C'est une expérience pilote qui est présente sur notre page web si vous voulez approfondir sur ce sujet. En même temps, nous tentons d'offrir un financement flexible pluriannuel. Certains sont pour l'instant, c'est simplement 2 ans, ce n'est pas beaucoup, mais au moins c'est plus d'un. Nous essayons de simplifier toutes les démarches administratives. Nous savons que c'est toujours très compliqué. Qu'est-ce que nous faisons au-delà? Nous avons des difficultés, je vais vous en parler. D'abord, l'idée du pourcentage des fonds qui sont attribués. Laurent en a parlé, savoir jusqu'où ça va. Dans la coopération basque, nous avons des difficultés parce que la loi de coopération basque de 2017 limite à 10% les subventions que vous pouvez donner directement. Donc, 90% doit aller directement à d'autres organisations basques. Donc, nous ne pouvons pas financer au-delà de 10%. Au-delà de cette limitation, nous avons un manque d'expérience. En 2019, quand nous avons commencé à travailler sur les aides directes en action humanitaire, et jusqu'à maintenant, nous avons aidé des organismes internationaux et des organisations internationales parce que nous apprécions beaucoup leur travail et sur les réponses d'urgence. Mais des organisations vraiment locales, nous n'avons pas encore pu travailler directement avec elles. Et nous avons également une connaissance limitée, entre guillemets, des sociétés, de la société locale. Pour pouvoir enfin faire ce pas de travailler avec elles, il faut que nous connaissions vraiment bien le contexte local pour pouvoir travailler, établir des conversations qui provoquent une confiance. Jusqu'ici, nous avons travaillé avec des organisations basques qui nous ont présenté leurs alliés. Et c'est la façon que nous avons trouvé, la méthode que nous avons trouvée pour pouvoir avancer. Et si nous voulons travailler plus directement avec les organisations locales, il faut que nous y consacrions du temps. Et enfin, une autre difficulté dont a parlé Laura, c'est les difficultés administratives. Il faut que nous traduisions dans un langage plus simple, nous soyons plus souples et plus compréhensibles pour que les organisations locales ne deviennent pas folles afin de pouvoir justifier nos aides qui sont des subventions publiques. Et nous savons que de notre côté, c'est très clair, mais si nous voulons incorporer les associés, qui soient vraiment des associés locaux, nous devons faire ce travail de traduction, de simplification des normes administratives. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Si nous regardons le futur, nous avons fait quelques pas, mais il nous en reste énormément.
pour voir si ces stratégies de renforcement des capacités que nous mettons en place est en train de fonctionner. Nous devons voir si nous devons les modifier ou les renforcer. Nous devons également regarder si ces 3% de notre budget dédié aux activités de renforcement sont suffisantes ou s'ils font que nous y consacrions davantage. Évidemment, si nous pouvions subventionner directement des partenaires vraiment locaux, il faudrait que nous adaptions pour cela des formats et que nous simplifions le système, que nous le rendions plus accessible. Et bien sûr, il faut que nous continuions à incorporer les associations locales parce que nous croyons qu'il est très important de pouvoir reconnaître leur réalité, leurs propositions et qu'il y ait un échange, un partage avec les associations locales, avec tous ces acteurs qui sont ceux qui agissent sur le travail. Bien, je vous laisse là. S'il y a des questions, nous pouvons passer au débat. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Pilar, pour partager tous ces défis et difficultés et comment on peut regarder vers le futur et aussi souligner l'effort énorme que vous faisiez pour renforcer les capacités, quelque chose qui est vraiment important. Et bon, maintenant, on va présenter Magali de Biolay, qui est la dame qui a écrit les rapports à Burkina Faso sur l'agenda de localisation à un niveau de coopération décentralisée. Et elle va parler, en relation à l'analyse principale du rapport à Burkina. Magali, vous avez à vous la parole. Merci. Bonjour à tous. Je vais commencer rapidement pour ne pas être trop longue. Mais je suis ravie de pouvoir participer à ce panel. Le rapport du Burkina Faso, donc, qui s'intitule « Passer de belles paroles aux actes », s'intéresse d'abord aux causes et défis qui permettent d'expliquer la marginalisation des acteurs locaux en faisant notamment remonter leur perception. La deuxième partie met en valeur les bonnes pratiques existantes et propose des actions concrètes pour renforcer la place des acteurs locaux et éventuellement le leadership humanitaire local, au mieux évidemment, dans la réponse au Burkina Faso. Cette étude donc, permet principalement la proposition de pistes pour une réponse qui est dirigée par les acteurs humanitaires locaux et qui soit plus adaptée aux besoins, plus rapide, plus durable et plus appropriée. Afin d'un peu mieux comprendre la raison pour laquelle on a décidé de mener cette étude au Burkina Faso, je voulais expliquer que la première réflexion s'est tournée vers le contexte changeant entre le développement et l'humanitaire. Donc, on a vu encore récemment que malheureusement les attaques des groupes armés non étatiques ne font qu'augmenter, les inégalités sont de plus en plus marquées et cela fait que la réponse humanitaire devient de plus en plus prédominante dans le pays, chose qui n'était pas le cas avant. Comme le disait un des interlocuteurs que j'ai pu rencontrer lors de mes 2 mois passés au Burkina Faso, il disait que c'était le genre de crise qu'eux voyaient à la télévision et qu'aujourd'hui, c'est à eux d'en faire face, qu'ils se rendent bien compte qu'ils doivent faire face à l'absence de référence et à une dislocation du tissu social. Entre 2020 et 2021, on remarque que le nombre de personnes ayant besoin d'assistance humanitaire a augmenté de 60%. Donc, ça a vraiment fait basculer complètement la logique d'intervention. En plus de cela, au Burkina Faso, on peut noter l'existence d'une société civile active de développement, comme je l'ai dit juste avant. Le développement est donc quelque chose, les actions de développement sont présentes depuis de nombreuses années. J'ai rencontré des ONG nationales et des petites associations en base communautaire qui travaillent là depuis les années 1950. Et en fait, cette connaissance existante du développement contribue énormément à la mise en place d'un leadership humanitaire local. Ce sera expliqué un petit peu plus tard. Ensuite, on note un contexte légal favorable à la naissance d'ONG nationales ou d'associations à base communautaire.
avec la loi 064 qui a été mise en place en 2015, qui permet donc la création de ces associations et surtout la séparation des organisations à but politique et de développement. Donc, on ne va plus faire l'amalgame entre les deux. Et finalement, une société civile solidaire et très engagée, notamment après le règne de Sankara. J'ai aussi trouvé important de vous partager des postulats de départ pour cette recherche, notamment le fait que et ça a été cité précédemment, que le leadership humanitaire local est souvent incompris parce qu'on a l'impression que des ONG internationales ou certains acteurs, en tout cas, doivent disparaître au profit d'autres. Le leadership humanitaire local appelle vraiment à un rééquilibre des pouvoirs et pour finalement arriver à un changement du système, à une évolution du système, pour pouvoir rééquilibrer les pouvoirs entre les acteurs locaux et les acteurs internationaux. Il est important de comprendre quelles sont les complémentarités entre ces différents acteurs et que les acteurs qui, comme je répète sûrement des informations qui ont été dites juste avant, mais il y a certains acteurs qui ont déjà des compétences, qui savent déjà faire des choses et de nombreuses choses, et que l'idée n'est pas de dupliquer ou de faire ce qu'eux savent déjà faire, mais bien de comprendre comment est-ce que les actions peuvent être complémentaires. Le deuxième postulat parle du leadership humanitaire local comme vu comme une contingence d'accès. Alors, il est évidemment évident que les acteurs locaux permettent d'avoir accès à certaines zones auxquelles aujourd'hui il est très compliqué d'avoir accès dans certains pays, et au Burkina Faso, c'est de plus en plus le cas. Mais ça n'empêche que ce rapport s'engage à dire que ces acteurs ne peuvent pas être réduits seulement à leur capacité d'accès, parce que ça va d'une part compromettre le leadership humanitaire local, ça va compromettre un partage des pouvoirs, et ça met surtout de côté, ça ne considère pas du tout les autres choses que les acteurs locaux apportent à une réponse humanitaire, notamment le simple fait que ce sont eux la société civile de leur pays et qu'ils doivent avoir main mise sur les stratégies de réponse, tout ça en coordination avec les acteurs internationaux. Finalement, ce rapport a pour but aussi d'informer l'action d'Oxfam, donc, et ne pas donner les leçons à tout le monde sauf à nous-mêmes. Donc, c'est une sorte d'autoréflexion à la fois. Pour une petite indication rapide, ces informations ont donc été récoltées sur base de presque 80 entretiens. Et alors, je vais nommer lors de cette présentation des ONG nationales et des associations à base communautaire. Comme je l'ai dit plus tôt, tous deux sont placés sous l'égide de la même loi. Cependant, les associations à base communautaire sont donc des associations de plus petite taille implantées au niveau de leur communauté et rayonnent en termes de réponse dans leur région, alors que les ONG nationales ont une couverture nationale et souvent des compétences plus larges aussi. Ils répondent à l'humanitaire et aussi au développement, ce qui n'est pas le cas pour toutes les associations à base communautaire. Concernant les différentes parties et principalement les défis abordés lors de ce rapport, dans ce rapport, on note comme premier défi le fait que les partenaires locaux et nationaux restent encore très fortement relégués à un rôle de prestataire plutôt que de réels partenaires, et que ce constat est particulièrement symptomatique dans les phases de pré- et post-projet humanitaire, que ce soit l'évaluation, la définition de la logique d'intervention, le choix des activités et autres, surtout aussi même la sélection des prestataires privés. C'est quelque chose qu'on oublie parfois un petit peu, ces prestataires privés qui devrait aujourd'hui faire complètement partie de l'écosystème humanitaire en fait, d'un pays. Cette réalité mène à une certaine déconnexion entre la réalité des besoins et la réponse apportée. Le rapport note notamment beaucoup d'exemples à ce niveau-là. Je ne vais pas tous les traverser, mais je vous invite à aller les lire. Sur les 30 ONG nationales et ABC rencontrées, seules 3 disent avoir activement participé à la formulation et la préparation d'un projet humanitaire, et 12 n'ont même jamais répondu à un projet humanitaire.
Cela fait, dans ce défi, on identifie aussi évidemment le faible pourcentage de fonds directs vers les acteurs locaux en 2020. En 2020, au cours des années, mais en 2020, on note un pourcentage de 0,7% directement vers les acteurs locaux au Burkina Faso. Ce pourcentage a quelque peu évolué avec le Covid parce qu'il y a beaucoup d'acteurs internationaux qui ont dû déléguer et des donateurs qui ont pu financer directement des acteurs locaux suite à la nature de la pandémie. Mais ce n'est pas une tendance qui s'avère être durable, en tout cas pas pour le moment. Le deuxième défi concerne l'absence de coordination menant à la multiplication des acteurs par les ONG internationales. C'est aussi l'absence des acteurs locaux dans les organes de coordination. Donc, le manque d'inclusion dans les programmes a en fait un impact direct sur la capacité et le sentiment de légitimité d'une structure ou d'un individu seul parfois à participer au groupe de coordination du système humanitaire international. Donc, on note ici vraiment le fait que si on ne fait pas partie d'une discussion sur la stratégie, sur une logique d'intervention dès le départ, pour la préparation de projet ou même avant, c'est compliqué pour une personne et pour n'importe quelle personne d'ensuite faire partie de discussions stratégiques auxquelles tous les éléments en fait lui manquent. Donc il a été vraiment possible d'observer une marginalisation des partenaires locaux et nationaux dans la coordination humanitaire. On parle par exemple des clusters humanitaires au Burkina Faso, tous les agendas des clusters sont définis par donc l'agence onusienne en charge du cluster et une ONG internationale au moment par mois. Les acteurs locaux ne sont pas inclus dans la négociation de l'agenda du mois. Cette réalité porte vraiment un double fardeau car il a également été constaté que les acteurs locaux et nationaux ne font pas partie de coordination locale suffisamment forte pour elles-mêmes faire le poids face à la coordination internationale, parce même si elles font partie des coordinations internationales, elles n'ont pas assez d'éléments que pour retourner au niveau local et créer en fait des formations plus locales et eux-mêmes avoir leur propre coordination. Le troisième défi concerne le fait de bénéficier d'un renforcement des capacités mieux adaptées, continu et plus équitable. J'aime insister sur le fait que cela a resté la première demande des acteurs locaux. Évidemment, tous les acteurs locaux et tous les acteurs internationaux ont besoin de financement pour avancer et pour répondre sur le terrain. Ça n'empêche que avant cela, le bénéficier d'un renforcement adapté et aussi un renforcement de la structure reste la demande principale des acteurs locaux au Burkina Faso. Bien que les partenaires internationaux font de la capacitation une composante de leur projet humanitaire assez importante, le renforcement de ces capacités reste majoritairement une activité secondaire, ad hoc, qui est limitée par des budgets et qui est encore compris dans une logique descendante plutôt que dans l'idée d'échanger des capacités. On ne va pas renforcer les structures et donc on ne va pas permettre à ces structures de potentiellement répondre à des projets humanitaires elles-mêmes dans le futur. Il y a plusieurs exemples, encore une fois, dans le rapport qui parlent de l'élaboration des plans de développement, des capacités qui sont non inclusifs, des trainings qui sont très peu adaptés à l'évolution des événements, et surtout l'absence de prise en compte des connaissances locales. Ça a été un élément mis en valeur notamment lors de workshops qui ont suivi la préparation de ce rapport. Les capacités locales qui existent déjà notamment en développement mais qui peuvent être utilisées ou qui peuvent en tout cas influencer une réponse humanitaire ne sont pas valorisées et les acteurs locaux de développement pour une réponse humanitaire ne sont pas toujours consultés alors qu'ils travaillent dans une même zone, ce qui fait qu'on va parfois recréer la même chose ou on va complètement mettre de côté des manières de travailler qui sont mises en place et qui présentent depuis de nombreuses années. Le directeur d'une ONG nationale lui disait, c'était assez parlant, que pour ça, il ne suffit pas seulement d'identifier leurs faiblesses, comme on peut le faire via des plans de renforcement des capacités, mais aussi les forces et les ressources des différents acteurs locaux ou internationaux, afin de permettre l'apprentissage mutuel et le partage des compétences entre les acteurs d'un même écosystème.
Finalement, le dernier défi concerne les réponses aux populations vulnérables dans les zones difficiles d'accès, donc comme on parlait plutôt l'accès. On note aujourd'hui que les budgets ne sont pas adaptés à l'environnement opérationnel qui évolue tous les jours. Les formations sont trop générales, formations sur la sécurité, et l'absence de dialogue entre les partenaires internationaux, les bailleurs et les acteurs locaux empêche en fait une prise en compte de leur gestion de leur sécurité, mais en plus les pousse à se doter de techniques peu sécurisées sans faire remonter les risques qu'ils entreprennent au niveau des bailleurs de fonds. Il est noté que 22 sur 30 des organisations rencontrées passent par des relais communautaires pour l'intervention dans les zones dangereuses, relais qui ne sont pas toujours formés parce qu'on n'a pas le temps. Seulement 2 connaissent la notion du transfert des risques. Ils n'ont pas le sentiment, ils n'ont pas l'impression, ils ne savent pas que c'est quelque chose qu'ils peuvent rapporter plus haut et que c'est quelque chose qu'ils peuvent ne pas se voir transférer des risques. Et 28 sur 30 n'ont pas de responsable sécurité au sein de leur propre organisation, mais dépendent du responsable sécurité de l'ONG internationale ou même parfois du bailleur. Le rapport en fait met en valeur plusieurs solutions. C'est des solutions ou des exemples de bonnes pratiques qui ont été partagées par les acteurs locaux eux-mêmes, notamment, que ce soit en développement humanitaire, mais toutes celles qui ont été partagées en développement sont évidemment des activités qui peuvent informer l'humanitaire, aussi dans une perspective du nexus, évidemment, développement humanitaire, paix. Donc, plusieurs exemples, comme par exemple des soutiens en pratique de développement intercommunautaire, évidemment les financements directs vers les acteurs locaux, le lancement d'initiatives sur fonds propres, la création de plans de contingence pour une présentation aux partenaires internationaux, une meilleure coordination au niveau local, la prise en compte d'une expertise au niveau de la cohésion sociale, ça a été très fort de leur côté, la préparation de scénarios d'intervention en avance. Voilà, malheureusement, je ne peux pas tous les aborder. Il y a beaucoup de détails aussi, mais c'est pour dire que ça existe et il y a déjà beaucoup qui est fait localement et il est très important de comprendre comment est-ce qu'on peut, encore une fois, être complémentaire à ces actions qui sont déjà existantes. Je vais terminer avec une conclusion générale, notamment qui fait suite à une des solutions qui a été proposée, c'est-à-dire que certaines ONG nationales font de leur pilier de renfort, de leur pilier d'action, d'intervention, le renforcement des associations à base communautaire, un de leurs points d'honneur. Donc, les ONG nationales essayent vraiment de renforcer les capacités en fait, de leur contingent de plus petite taille. Et c'est un élément important, assez positif, que je voulais mentionner parce qu'aujourd'hui, on note au Burkina Faso un écart entre les ONG nationales et les associations à base communautaire, qui est notamment lié aux exigences inégales d'un système humanitaire. Sur 16 associations à base communautaire, seules 4 travaillent de manière régulière et structurée avec des ONG nationales ou se retrouvent parfois dans des consortiums d'ONG pour un projet. Donc, les organisations d'une même société civile ne travaillent souvent en fait pas ensemble, notamment parce qu'on remarque que les ONG nationales, à cause des différentes règles imposées par les bailleurs de fonds et les difficultés d'avoir accès aux ONG internationales, fait que les ONG nationales essayent de ressembler à des mini-ONG internationales pour être sûres de recevoir leurs fonds. Donc peut-être parfois même d'ajouter des compétences à leur pilier, chose qu'ils n'ont même jamais fait avant. Et de ce constat va débuter vraiment l'écart entre eux et les associations à base communautaire qui restent encore très ancrées au niveau de leur communauté et qui n'arrivent pas à grandir aussi vite parce qu'elles n'ont pas les capacités financières parfois et les capacités structurelles d'avoir accès aux ONG internationales et aux bailleurs de fonds internationaux. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Magali, de nous présenter les principales conclusions de ce rapport très intéressant. Je vous invite tous à le lire et à le découvrir. Maintenant, nous allons ouvrir un espace pour partager avec l'expérience du terrain avec des organisations locales. Nous allons d'abord donner la parole à Juliette Donna,
Elle travaille au Community Empowerment comme gestionnaire de paix, de désastres et d'organisation. Elle doit aider les populations vulnérables pour augmenter la résilience et les faire respecter leurs droits. Elle essaie de travailler pour la culture durable et la réduction des risques climatiques. Je vous rappelle que cette intervention sera en anglais. Juliette, c'est à vous. Thank you. Good evening to you all. I have already been introduced and I will not take time to introduce myself. I'm really grateful for this opportunity you've given me to share our experiences as far as localization agenda is concerned. My experiences will not differ much from the previous speakers because we seem to share the same kind of barriers to localization. I'm going to look at the challenges or barriers to localization, what is possible, and what needs to be done. This may reflect what happens in Uganda, but also across the continent and what other local organizations face. One of the barriers that we experience to localization is the current approaches to due diligence by institutional donors, international organizations, and UN agencies. These processes are an obstacle to realizing the objectives of quality partnership and supporting transformation in the humanitarian architecture. We are given complex templates when it comes to due diligence, templates that should be used by international organizations. And the processes of due diligence in a way eliminate growing organizations, community-based organizations from competing for funding opportunities. And this is a barrier to achieving the objectives of localization. In addition to that, we have short-term engagements with international organizations. This is something which we do not encourage because it does not augur with the principles of localization. We are still being subcontracted by international organizations instead of building or creating equitable, accountable, and reciprocal, transparent, strategic, long-term engagements. These kind of engagements do not strengthen the local and national humanitarian actors. And this, in a way, is defying from the commitments made to the Grand Bargain and to the Charter for Change. In addition to that, we also have the attitude from the donors and international organizations that local and national. Il faudrait que les organisations locales, il y a une idée comme quoi les organisations locales ne sont pas redevables. On suppose que nous devons toujours démontrer que nous sommes redevables. Il faut que nous travaillions sur ce problème. C'est une barrière pour atteindre les objectifs de la localisation. Nous reconnaissons que le manque de transparence existe, mais il n'existe pas uniquement dans les organisations locales et nationales. Il existe à différents niveaux et aussi dans différentes institutions et différentes agences. Et c'est le genre de choses auxquelles doivent faire face les différentes organisations locales et nationales. Je ne parlerai pas des mécanismes de coordination
où les ONG ont très peu d'espace pour intervenir, car Magali en a déjà parlé. Mais je voudrais parler des capacités de renforcement des efforts qui nous emmènent à dupliquer les ressources et les efforts. Nous avons toujours besoin que les acteurs locaux et nationaux se retrouvent en train de doubler l'effort des associations internationales. Il faudrait qu'elles nous entraînent, elles entraînent nos capacités, pas depuis une perspective des acteurs locaux. Elles ne cherchent pas à régler les défis et les problèmes de renforcement des capacités existantes. C'est une autre barrière pour la localisation. Nous faisons face à différents défis dans la recherche d'opportunités qui frustrent vraiment la localisation parce que les organisations internationales ne financent pas les frais généraux des organisations locales et elles ont des capacités institutionnelles limitées. Elles ne peuvent pas conserver leur personnel, qu'elles ne peuvent pas l'engager à long terme, elles sont obligées de les laisser partir quand le projet termine. Les bailleurs de fonds ne sont pas consistants pour permettre le paiement des intermédiaires. C'est quelque chose qui doit être réglé pour pouvoir régler les problèmes qui affectent les capacités de renforcement institutionnel des organisations locales. Je voudrais parler également de problèmes locaux. Il y a beaucoup d'organisations internationales qui, au début, nous voient, mais nous avons aussi déjà, au sein du grand compromis, nous voyons qu'il manque, que les bailleurs ne sont pas attachés. Et ce sort de comportement affecte l'agenda de localisation parce que les décisions qui sont prises ne sont pas à niveau de l'État. Donc, ce n'est pas facile d'assurer la localisation. On doit aussi avoir la localisation à niveau local. Et notre partenaire des associations internationales doit tenir ça en compte parce que il y a beaucoup d'agents internationaux qui ne considèrent pas les actions des acteurs locaux dans leur rapport et les acteurs internationaux affirment que le succès, c'est à eux. Et il ne reconnaît pas, c'est-à-dire le succès des acteurs locaux et la contribution des acteurs nationaux ou locaux. Donc, cette tendance d'exploitation par une partie des acteurs internationaux, c'est quelque chose qu'on doit changer. On doit reconnaître la participation des acteurs locaux et ça, c'est une des barrières de cette action. Et ces déséquilibres de pouvoir qui affectent la participation à la prise de décision, dans la plupart des cas, les acteurs locaux et nationaux sont les bénéficiaires et ne sont pas aussi engagés car le pouvoir va de pair avec les ressources. Qu'est-ce que c'est possible pour… bon, je considère que on a besoin des approches harmonisées, de la diligence raisonnable
moins stressantes et moins frustrantes. On doit s'engager dans des partenariats stratégiques à long terme pour relever des défis de la sous-traitance. En relation à la révolution participative, on doit engager les acteurs locaux à tous ces niveaux de la prise de décision et on doit c'est possible que les acteurs internationaux développent des de partenariats avec les acteurs locaux. On peut partager nos capacités de capacitation et de localisation. On peut faciliter la participation des acteurs locaux au processus de prise de décision dans des différents espaces. Et aussi, les ONG internationaux et les agences de l'ONU doivent former des experts locaux capables de diriger des plateformes de coordination au niveau national. On doit construire des liens de reconnaissance, de respect et investir dans la capacité et le leadership humanitaire locaux et nationaux. Les ONG internationaux devraient aussi s'approcher ouvertement aux bailleurs de fonds conjointement avec les acteurs locaux et nationaux. Si les agences de financement sont en faveur du LHL, qu'est-ce qu'on doit faire? Bon, on doit faciliter la participation des acteurs locaux au processus de prise de décision dans des différents espaces. Les ONG internationaux et les agences de l'ONU doivent former des experts locaux capables de diriger les plateformes de coordination au niveau national. Il ne s'agit pas seulement des agences de l'ONU et des ONG internationales. On doit respecter, reconnaître et investir dans les capacités et les leaderships humanitaires locaux et nationaux. Je parle de la rémunération du personnel. Il y a le besoin de développer des plans pour capaciter l'autodéfinition, le leadership des femmes et la sensibilité aux besoins de femmes en situation de crise, le développement de la capacité institutionnelle dans son ensemble afin de mieux fournir et gérer les ressources. Ça, c'est quelque chose qui est possible. On doit nous focaliser aussi en relation et les NGO internationaux devraient approcher ouvertement les bailleurs de fonds conjointement, comme on disait avant, avec les acteurs locaux et nationaux. Si les agences de financement sont en faveur du local leadership, et pourquoi devront-elles jouer une double carte pour encourager les hommes du milieu, les intermédiaires? Il doit y avoir une communication ouverte entre les tripartites de local leadership, les ONG internationaux et les agences de financement. Parce qu'il y a des fois où on n'a pas les documents internationaux des agences internationaux. Donc, en tant qu'acteurs locaux, nous devons créer nos propres noms de marque. On a besoin d'avoir notre propre identité. On a la capacité et on a ce qu'il nous faut pour implémenter les projets avec succès. Et on connaît très bien nos communautés. Merci, merci beaucoup. Et vous avez la parole à nouveau.
Merci beaucoup, Juliette, pour partager cette vision du terrain. Merci beaucoup, Juliette, de poser ces questions sur le terrain et pour cette critique des acteurs internationaux sur le terrain et de parler de ce besoin que les acteurs locaux prennent les décisions stratégiques et que ce ne soit pas d'autres acteurs internationaux. Maintenant, nous allons voir Gloria Bergara de l'association Apoyar qui va nous donner sa vision de la relocalisation depuis la Colombie. Elle est sociologue et féministe. Ça fait 17 ans qu'elle travaille dans le travail humanitaire sur différents secteurs en Colombie. Elle a travaillé 5 ans à l'Institut colombien pour la famille et 7 ans à l'ACNUR. Et depuis 18 ans, elle travaille à Apoyar, où elle travaille sur la réponse des opérations. Elle a connu des réponses humanitaires, autant pour le conflit, à cause du conflit armé, ou à cause de catastrophes naturelles, ou à cause de la migration. Gloria, merci beaucoup à toutes et à tous de nous apporter cet espace. Je voudrais vous raconter qu'en tant que responsable de l'opération d'Apoyar, une organisation locale ici, dans l'est de la Colombie, à la frontière avec le Venezuela, que faisons-nous? Nous sommes là depuis 21 ans en tant qu'organisation locale. Nous réalisons un travail humanitaire avec différentes populations, des Indiens, des femmes, des migrants, des gens qui ont souffert du conflit, de catastrophes naturelles. Et pour nous, en tant qu'organisation, ça a été difficile, en tant que petite organisation locale, d'avoir accès aux ressources pour pouvoir répondre aux urgences. Nous avons réussi à ouvrir des espaces au niveau de la coordination institutionnelle de l'aide humanitaire, autant à cause du conflit humanitaire ou à cause des flux migratoires, et ça nous a permis d'avoir accès à certaines de ces ressources. Pour répondre à la question qu'on nous posait sur la signification pour Apoyar de la relocalisation, pour nous, ça s'est traduit par plus de liberté sur la façon par laquelle nous devons intervenir sur notre territoire spécifique. Quels sont les sujets pertinents? Quelles sont les interventions pertinentes? Comment devons-nous les réaliser? Et nous avons découvert pendant tout ce processus d'action humanitaire que l'humanitaire n'implique pas seulement l'aide humanitaire, mais qui doit aussi faire partie d'un processus avec les communautés, d'un processus à long terme. Dans les crues humanitaires, il est difficile de réaliser ça, mais il faut le faire pour développer des compétences locales au niveau communautaire. Autre chose que nous avons découvert avec notre ONG, avec notre partenariat avec des internationaux et face à la crise qu'il y a sur notre secteur, c'est que tous les acteurs internationaux, même s'ils ont beaucoup d'expérience, ils ne savent pas vraiment quel est le contexte de notre territoire et dans quel contexte établir une réponse à une urgence complexe avec un conflit armé. C'est un contexte critique quand on veut définir l'aide humanitaire. Cela implique que nous qui vivons sur le terrain, nous connaissons ces dynamiques bien mieux. Et nous savons qu'il existe toujours un espace humanitaire malgré ces acteurs armés. Nous savons qu'il est toujours possible de développer cette action humanitaire. Donc, pour répondre clairement à la question de ce qu'a signifié la relocalisation, pour nous, c'était que comme acteurs locaux, nous avons un lien territorial et nous voulons que la situation de besoin humanitaire soit résolue. Cela implique un engagement plus grand que l'action humanitaire avec le territoire. Cela a impliqué aussi que nous devions agir d'une façon empathique à partir de notre connaissance. Et comme nous serons toujours là après que les acteurs internationaux soient partis, nous devons faire ce travail, nous voulons faire ce travail très bien parce que notre réputation est en jeu. Soit on nous ferme, soit on nous interdit, soit nous continuons notre action. Donc, nous devons montrer que nous travaillons bien. Ensuite, le résultat de la réponse effective. Nous connaissons le contexte très ponctuel de l'intervention avec toutes ces nuances.
Cela implique de savoir à quel moment nous pouvons entrer en action, quand est-ce que nous ne pouvons pas intervenir, quand est-ce que nous devons arrêter. Par exemple, ici, très souvent, es mejor quedarnos quietos. Eso no implica que estemos de acuerdo con los actores en conflicto, sino que respetamos unas dinámicas. Entonces, eso es importante. Y en ese sentido de la respuesta efectiva es... Nous sommes face à une urgence de migration, mais tout parce que nous sommes d'accord avec les acteurs armés, mais simplement, il faut faire attention à la sécurité. Dans ce sens, efficace sur la sécurité, pour connaître les langages, ce n'est pas parce que nous parlons tous espagnol, mais nous parlons espagnol, que les paroles montrent une véritable communication. Les mêmes termes n'ont pas toujours les mêmes choses. Il y a des interprétations qui peuvent être posées, des interprétations grâce auxquelles nous pouvons savoir si les communautés effectivement sentent qu'elles sont réceptives et si l'aide leur est vraiment destinée. Il y a une interprétation que nous pouvons faire. Il y a autre chose que nous pouvons faire. De la même façon que les organisations internationales nous renforcent, comme l'a souligné Maria del Pilar et Claudia et Laura, de la même façon, nous-mêmes, nous pouvons aider les organisations communautaires et les renforcer. Et ce renforcement des acteurs communautaires nous permet de garantir la durabilité de l'action humanitaire. Que ce soit parce que quand les organisations internationales humanitaires s'en vont, ou si nous ne sommes pas là pour une raison ou une autre, il est bon que ces associations communautaires soient toujours là. Donc, il est bon de laisser une structure effective sur le terrain. Que pouvons-nous faire dans le cadre de l'action humanitaire? Ce dont je vous ai parlé, c'est aussi de la possibilité, nous l'avons vu, d'établir des processus qui permettent, comme dans le cadre des urgences que nous avons en Colombie, qui sont complexes et à long terme. Nous voulons que les communautés participent au projet. Quatrièmement, il faut voir les capacités institutionnelles. Nous avons identifié, en tant qu'acteur local, un vide. Et ce n'est pas seulement nous qui l'avons identifié, mais l'État colombien a une structure formellement robuste, mais dans les capacités d'action au niveau local, ce n'est pas si robuste. Il y a beaucoup de déficiences, de manque de capacité institutionnelle. Donc, depuis notre aspect humanitaire, nous travaillons vers l'humanitaire, mais aussi avec les institutions pour essayer de renforcer leurs capacités institutionnelles, pour garantir que ces réponses ne soit pas simplement la responsabilité des acteurs internationaux, mais que l'État colombien ait aussi la capacité d'y répondre. Ça nous a aussi permis, en tant qu'organisation locale, nous avons pu établir une communication beaucoup plus efficace avec ces institutions en termes de lobbying, d'influence. Comme vous le disiez souvent, le fait de se connaître physiquement, avec un contact permanent, ça rend beaucoup plus facile de faire réagir une institution. Ça ne devrait pas être ainsi, mais c'est la réalité. Le fait d'avoir un lien physique avec quelqu'un implique la réponse d'une institution, implique une réponse plus rapide de cette institution. Et c'est un grand avantage que nous avons, nous, au point de vue local. Beaucoup de personnes qui se trouvent dans le gouvernement local ont étudié avec nous, nous connaissent. Il existe une plus grande empathie, une plus grande facilité de communication. Voilà ce que je voulais dire sur ce que cela a signifié, ce que cela a impliqué pour nous, l'accès à la localisation des ressources. Le fait qu'il y ait une pertinence plus grande dans les réponses qui se donnent aux questions humanitaires pour les communautés. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gloria, pour toutes ces réponses. C'est bien de connaître ces réponses des organisations de base et la nécessité de travailler avec les institutions nationales, ce renforcement des capacités, c'est intéressant. Bien,
Maintenant, nous allons parler avec Johanna Duran de la Fondation Femmes et Futur qui va nous exposer sa vision de terrain. Elle est féministe et militante pour les droits des femmes. Elle a fait des études en politique publique. Elle était conseillère municipale et départementale en travaillant sur la politique de genre et avec les associations de femmes dans le département du Santander. Elle a travaillé pour le renforcement des femmes dans différents espaces de participation locale. L'espace local, elle a travaillé au secrétariat distrital de Bogota comme référente de politique publique sur les femmes et l'équité de genre et la politique de représentation des homosexuels. Et cela fait 6 ans qu'elle est directrice de la Fondation Femmes et Futur. Johanna? Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je vous remercie de me donner la possibilité d'être présente sur cet espace d'apprentissage et d'échange. Et je veux vous remercier pour l'opportunité que vous nous donnez de faire partager nos expériences et de faire entendre notre voix depuis les territoires. Nous sommes dans le nord-est de la Colombie, sur la frontière étendue entre la Colombie et le Venezuela. Et ça a été un des principaux points de migration ici en Amérique latine. C'est un endroit où la Colombie a vu passer plus d'1,8 million de Vénézuéliens. Face à ce défi, pour renforcer une politique d'ouverture, toutes les instances, tous les secteurs ont été sollicités. Nous avons dû agir et aussi participer, que ce soit des ONG, des entreprises de l'État, privées et aussi évidemment la société civile. En tant qu'organisation locale, la Fondation Femmes et Futur, nous sommes une organisation de base communautaire. Cela fait plus de 30 ans que nous nous consacrons à la défense du droit des femmes. C'est une expérience sur le territoire qui nous a permis d'identifier de façon très claire les besoins réels et surtout la vulnérabilité profonde à laquelle sont exposées les femmes et les jeunes filles et les filles à chaque fois que se présente une crise. C'est pour cela que nous avons pu, avec Oxfam, à travers une relation de confiance, de reconnaissance des expériences et des connaissances de chacun et de respect, nous avons pu participer en tant qu'organisation locale à la conception, à la co-conception de propositions, de produits et d'actions à travers lesquels nous avons réussi ou essayé d'insérer un regard, une approche différente pour intégrer les problèmes des femmes quand elles quand elles affrontent ces difficultés de changement de pays, des changements de pays qu'elles effectuent à pied, car à chaque fois, il faut qu'elles marchent pour s'insérer dans cette dynamique tellement dangereuse qui expose leur dignité. Bien sûr, cette expérience spécifique de faire partie du programme local humanitaire, nous essayons de développer, de mettre en place la réponse humanitaire avec une approche de genre. Nous avons essayé aussi de nous intégrer dans les instances de coordination locale à travers l'expression d'organisations internationales et locales qui sont situées dans le secteur local. Empoderarnos, ¿sí? Como organización, estar en estos escenarios de toma de decisiones, de reflexión y espacios que, como todas sabemos, muy susceptibles y muy permeadas de prácticas y culturas patriarcales, pues como organización local y como organización con experticia en enfoque de género, hacer parte de estos ejercicios para tomar decisiones, para hacer negociaciones, para identificar problemas, nos ha empoderado como una organización territorial, inclusive con nuestros propios aliados
y también con las instituciones para facilitar, como ya lo mencionaba Gloria, acciones también de política pública frente a los problemas. Esta experiencia también, esta experiencia de relacionamiento de la agenda local nos ha fortalecido, bueno, nos ha fortalecido en este relacionamiento, pues claramente para poder hacer una implementación pues clara. Pour pouvoir faire une implémentation claire et avoir l'opportunité donc pour créer des espaces qui ont été une condition pour notre développement, pour implémenter nos actions, des actions pour renforcer les capacités. Et dans cet échange, la Fondation Femmes et Futures, de façon historique, on a été toujours une organisation de développement pour avoir la volonté d'améliorer les droits des femmes. Donc, ça a été très important de provoquer ces espaces de connaissance des thèmes humanitaires dans des tables rondes au cours desquelles nous avons pu concevoir des outils numériques pour le suivi, la collecte de données à distance. Nous avons pu y incorporer, apprendre et y incorporer la conception d'instruments pour identifier et limiter les risques. Et nous avons aussi pu échanger et renforcer nos compétences dans la conception de stratégies de lobbying, car dans de nombreuses situations, nous nous sommes retrouvés dans une situation où face à un énorme vide juridique et de politique institutionnelle, les barrières institutionnelles étaient très hautes pour pouvoir travailler avec la population vénézuélienne. Nous nous sommes trouvés face à la nécessité d'effectuer un travail de lobbying et d'influence face aux acteurs publics. Ça nous a aussi renforcés sur ce travail de lobbying. Je crois également que le fait de mettre en place toutes ces capacités, ça a permis de renforcer la fondation pour transformer les femmes. Et je crois que l'un des principaux apprentissages au cours de cette démarche locale humanitaire, c'était voir l'importance de dialogue permanent et de la coordination. Ça nous a permis, en tant qu'organisation locale, d'apprendre à faire les choses du mieux possible. Et dans toutes ces années d'expérience du programme local et de l'agenda local, nous avons pu voir comment le fossé diminuait. Un fossé où un acteur local et international s'asseyaient ensemble. Mais maintenant, c'est pour construire ensemble. Et c'est une relation dans laquelle nous gagnons tous. Voilà, de la façon la plus brève, c'est la contribution que je voulais apporter. Merci beaucoup, Johanna, de partager avec nous toutes sur un des aspects positifs de ce que ça a signifié pour notre conversation. Je vais maintenant vous présenter Isaias Bassi. Il est représentant de l'association en Irak. Il y a travaillé pendant 20 ans. Il a supervisé des programmes humanitaires et de développement. Et Issam participe d'une façon très active aux différents espaces de coordination et de réflexion au niveau national et international. Et il a travaillé beaucoup pour la promotion de la relocalisation et un traitement équitatif et pour appeler l'attention des acteurs internationaux pour montrer les barrières primordiales comme le financement direct, la prise de décision, le partage des capacités, le renforcement des capacités. C'est notre dernier participant. Ensuite, nous ouvrirons l'espace, même si le temps est maintenant limité pour ceux qui voudraient participer. Donc, si vous avez des doutes, brièvement, merci de les apporter par écrit peut-être.
No sé si no te funciona el micro, ¿tienes alguna dificultad técnica? Voilà, je ne sais pas. Issas, tu ne peux pas nous appeler? Si os parece, vamos dando paso Bien, a si vous voulez, nous allons donc continuer directement. Ah, sí. Ahora Voilà, ya funciona. Perfecto. voilà Issas. Oui, je suis Oui, là. oui, Merci c'est beaucoup. bon, merci beaucoup. Aujourd'hui, je ne Tous suis pas les tellement chanceux intervenants parce ont que, déjà beaucoup parlé. Je n'ai pas de chance. bon, j'aimerais Je bien parler parlerai des en bonnes relation aux pratiques de la pratiques localisation. Je vais être très euh, honnête. La plupart des de, du collègues ont parlé sujet de beaucoup qu'on de a choses parlé auparavant. Je vais essayer avant. d'être plus positif quand nous parlons des bonnes pratiques Et bon, en relation à la pour la localisation, relocalisation. c'est Ce n'est pas pas seulement un lié sujet normalement avec d'argent. l'argent. C'est une question Les d'argent acteurs locaux pensent qu'il ne s'agit pas seulement d'argent, il que s'agit surtout de la participation, de faire participer aux décisions, la visibilité, les la politique de politiques lobbying, les bonnes pratiques que nous avons vues. Disons, et ce que j'ai entendu en relation à partir de à mon nos expérience en expériences. relocalisation, ce que nous faisons en Irak. Et Je bon, la vais vous parler de ce que relation j'ai avec vu quant au grand compromis. les membres Et j'ai de travaillé avec Oxfam, globalement et localement, LHL locaux, du sur la groupe et aussi avec relocalisation. la NCRR et Nous un avons groupe de aussi des groupes de travail en localisation. localisation. Donc, la meilleure Les meilleures leçon choses que j'ai entendues sur la localisation, est il faut qu'on que nous doit lutter. combattions pour C'est gagner. pas un processus facile. Si on parle du changement de pouvoir à niveau international ou les acteurs locaux, c'est pas un processus facile. Il y a quelques il y a de bonnes pratiques en Irak, comme, comme quelqu'un qui a travaillé et de la perspective du consortium locaux. Il y a 31 NGO locaux. On a vu l'augmentation dans les consortiums. On a commencé avec 13 NGO locales, avec 8 personnes au début, et maintenant on a 14, 16. Donc, les plaidoyers, c'est très important pour les acteurs locaux. Aussi, on a 27 ONG locaux qui sont éligibles au Pool Fund en Irak. Elles sont 57 NGO internationales et 18 des Nations Unies. On a pu représenter les NGO locaux dans des groupes de coordination au niveau national avec 3 HCT d'action humanitaire et 13 SAG, SAG, qui est le groupe de conseil stratégique avec 13 clusters. Parce qu'on veut que leurs voix sont écoutées. Aussi, on a assuré le renforcement des capacités des ONG locales par les partenaires principaux du consortium en fournissant de formations aussi pour encadrer et pour faire du coaching. Aussi, organiser les plaidoyers avec des donateurs pour augmenter les opportunités de financement avec NCCI ou Oxfam.
et aussi augmenter l'engagement et l'influence de barrières linguistiques par les ONG locales en fournissant des traductions pour assurer la participation active des ONG locales. Et en relation à les allocations du standard IHF du 2020, 20% du financement, on a 22 local NGO et 31 ONG internationales et 6 de l'UN et la Croix-Rouge et 22 NGO nationales. Donc, en relation aux principaux défis, on a une faible représentation des ONG locales dans les instances dirigeantes et dans les groupes de décision. On a un manque de capacité pour la collecte de fonds. C'est un manque d'accès et de communication avec les donateurs et lacunes dans les capacités institutionnelles qui entravent l'accès des ONG locaux au financement direct. Aussi, la non-priorisation des ONG locales comme chef de file de consortium. La majorité priorise les ONG locales au consortium, mais on trouve encore des difficultés dans ce sens-là. Aussi, on a de frais généraux limités ou nuls pour les ONG locales. Ça, c'est un élément très important pour pouvoir survivre. Aussi, des opportunités très limitées de revendiquer leur espace légitime dans les systèmes humanitaires national et international. Ce n'est pas seulement un système humanitaire international, mais local dans chaque région. Et aussi, on a une connaissance limitée des ONG locales sur Grand Bargain et les C4C sur la manière dont elles pourront s'engager dans le processus. Les C4C et comment, comme je disais, comment elles pourront s'engager dans le processus. Et bon, finalement, en relation aux opportunités de localisation, on doit aider à combler les déficits de financement de l'aide humanitaire, car les catastrophes, comme l'exemple de cette pandémie, se prolongent et se répètent dans le monde entier. On doit avoir en considération la participation variable des acteurs locaux dans l'action humanitaire. Aussi, on doit renforcer les capacités des acteurs locaux à évaluer et analyser les besoins, planifier la réponse, diriger la coordination et mobiliser les ressources. Ce sont des éléments très importants et il y a un manque d'experts. Aussi, on doit soutenir les partenariats équitables avec les partenaires locaux et les acteurs humanitaires internationaux. Ces partenariats, c'est très, très important de le soutenir. Aussi, renforcer la confiance dans les capacités des ONG locales grâce à un mécanisme d'apprentissage et de partage mutuel. Et aussi, fournir un financement pluriannuel pour la durabilité et le renforcement des capacités techniques des ONG locales. Bon, les ingrédients clés pour améliorer la localisation, c'est important de souligner que les plans d'intervention humanitaire mondiaux devront soutenir les ONG locales et nationales en leur permettant de trouver directement et de manière flexible des réponses de première ligne conformément aux engagements du Grand Bargain.
La préférence pour le consortium dirigé localement dans la conception et la mise en œuvre de la réponse, les ONG locales étant de facilitateurs essentiels de la réponse globale, de partenariats équitables entre les acteurs humanitaires locaux et internationaux, changer la perception des acteurs internationaux selon laquelle, quelle soit l'amélioration des capacités des ONG locales, on ne leur fait toujours pas confiance pour jouer un rôle de premier plan dans la réponse humanitaire, et un financement pluriannuel pour le renforcement de capacités institutionnelles et techniques des organisations nationales et locales. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Isaïe, pour avoir apporté ces informations depuis l'Irak et pour les avancées qu'il y a eu avec la relocalisation là-bas. C'est un peu plus positif. C'était gentil de nous montrer ces difficultés qui ont aussi été présentées par les autres collègues. Bien, si vous voulez, nous allons commencer les questions. Nous avons déjà une question d'une personne qui veut participer. Alors, je vais essayer de montrer la question, pour lui donner l'accès. La question, c'était une question pour Laura Moreno de ICID. Est-ce que la mesure du pourcentage des fonds canalisés vers les acteurs locaux est en fonction des apports directs que fait l'ICID vers celle-là, ou on y inclut aussi les apports à travers les différents fonds? Si c'est le cas, comment est-ce que l'ICID fait ce suivi aux fonds qui sont canalisés à travers ces fonds? Merci pour la question. Je réponds brièvement. La contribution d'ICID additionne dans ce pourcentage la totalité des contributions qui ont été faites depuis les contributions vers les AIDS, les Food Funds, les apports vers les fédérations, je crois que j'essaie de les silencieuse, et les apports vers les sociétés nationales. Et on voit aussi les contributions directes, dans ce cas, vers des ONG locales, dans le cas de la Palestine. Comment est-ce qu'on fait le suivi de ces contributions pour les contributions Full Funds de haute position, et ensuite à travers l'équipe de travail du pays qui est en contact permanent avec les bureaux de travail sur le terrain, dans le cas de Syrie avec le bureau qui se trouve en Jordanie. Et ce que l'on fait, c'est un suivi à travers l'OTC qui visite les programmes sur le terrain. Ensuite, on effectue les formalités habituelles de suivi, suivant les règles de l'administration publique, que nous n'oublions à aucun moment. Merci. Merci, Laura. Maintenant, je crois que vous auriez, c'est de pouvoir avoir accès au micro pour pouvoir parler. Allô, bonjour. Bonjour, moi je suis Soufou. Essayez de vous exprimer pour voir si vous pouvez parler. Oui, je suis là. Vous me recevez? Ok. Donc, moi, je suis Souf Soumana de l'ONG DICO. L'importance du sujet m'a beaucoup touché. Je voulais vous faire un petit témoignage. En fait, nous sommes une organisation locale qui avait commencé en 2010 et nous sommes vraiment le résultat d'une réussite de localisation à travers une ONG espagnole qui s'appelait ACPP. En 2010, nous étions une petite association qui à peine n'arrivait même pas à faire un bon rapport et à plus forte raison à implémenter les activités convenablement. Donc, cette organisation espagnole nous a accompagnés jusqu'à aujourd'hui que nous sommes devenus une grande organisation. Ce qui m'a d'ailleurs permis l'année passée de faire un master dont l'étude porte sur l'état de l'art de la localisation de l'aide au Niger. Donc, je voulais partager avec vous quelques conclusions de cette étude sur la mise en œuvre des engagements du Grand Bergen au Niger. Il faut, et c'était vraiment des cas pratiques
c'est des discours et des pratiques des acteurs sur le terrain. À commencer par exemple, les bailleurs de fonds et les ONG internationales, nous avons constaté qu'il y a vraiment un problème de communication entre les sièges des organisations au niveau des sièges et les bureaux terrain, surtout des questions, par exemple, des engagements. Beaucoup de ces bureaux terrain n'accordent pas beaucoup d'intérêt par rapport à la question des engagements, mais plutôt sur le suivi, le contrôle technique, la capacité des organisations locales. Pourtant, les engagements, dans les grands axes du Grand Bourgogne, on retrouve l'aspect capacité. Donc, c'était juste pour souligner cet aspect. Et également, nous avons également constaté qu'au Niger, il y a un problème de coordination de l'action humanitaire, surtout sur les questions des Grands Bourgogne, entre les acteurs, notamment les bailleurs et les ONG nationales et internationales. Mais aussi, dernier témoignage que je pense qui est très intéressant, c'est-à-dire que c'est la lecture, si on fait une lecture à la loupe de certains critères, de certains appels à projets, de certains bailleurs, on voit qu'il y a une incohérence entre les engagements signés et les lignes directrices de certains appels à proposition. Voilà, et je pense que je ne voulais pas prendre beaucoup de temps, et parce que mes prédécesseurs ont parlé beaucoup. Sinon, je voulais également aussi... Oui? Excusez-moi, ici le traducteur, je n'ai pas la possibilité de m'exprimer dans le canal. Aquí el traductor, yo no tengo la posibilidad de acceder al canal de traducción, discúlpeme. No, perdonad, pero parece que hay algún problema con la traducción, os pido disculpas. Donc, se ha desconectado, hay que añadirle como intérprete otra vez. Perdón, Cristina, si puedes. ¿C'est bon? Sí, estoy en ello. Disculpad los problemas técnicos habituales, que bueno, con la pandemia ya estamos un poco más acostumbradas, así que nos disculpáis. On a un problème. En un momento. On a également des problèmes de connexion. Ça fait partie des aspects de localisation sur lesquels il faut déjà renforcer. Il faut renforcer les capacités techniques des organisations. C'est vrai, le financement, mais pas le plus important, mais plutôt la capacité technique, mais également la place et l'influence qu'il faut donner aux ces ONG-là. Donc, nous, notre... Excusez-moi. Okay. Excusez-moi, monsieur, à nouveau l'interprète. Je n'ai toujours pas la possibilité de traduire ce que vous dites. Compruébalo ahora. French interpreter, I still can't. Oh là là. Désolé. Désolé. ¿Ahora? No, c'est moi. ¿Podéis comprobarlo ahora? Nada. Yo sí no puedo hacer nada. Es que a mí me apareces aquí. ¿Me puedes dar anfitriona, Sí. Chris? Bueno, de todas maneras, os iba a comentar que vamos a realizar un documento con las conclusiones principales de la jornada. Entonces, para aquellas personas que no habéis podido escuchar bien esta participación, ahí podremos incorporar algunos de los temas principales que se han podido tratar. No sé si ahí ya funciona. Is that document, is it already working? C'est bon, je pourrais continuer? Sí, continúa. OK. Je disais que je parle des incohérences qu'il y a entre les engagements, les discours et les pratiques des acteurs au niveau terrain. À souligner, d'abord, je parlais des lignes directrices des appels à candidature de certains bailleurs. Spoken about guidelines and there are certain bias. Qui ne vraiment pas cohérent par rapport aux engagements parce qu'on voit des coups avec ces lignes que beaucoup des acteurs locaux sont déjà exclus de facto, donnant place à des acteurs internationaux. Également, du point de vue au niveau des ONG internationales, on voit aussi une dichotomie qui existe entre ces engagements d'une volonté de renforcer les capacités des ONG locales et les pratiques. En ce sens, en termes d'illustration, on peut parler par exemple le débauchage du personnel, des ressources humaines des ONG locales. On a souvent assisté à une forme de débauchage parce que les politiques salariales entre les ONG locales et les ONG internationales ne sont pas les mêmes. Donc,
jouant de ces faiblesses, beaucoup d'acteurs internationaux, notamment les ONG nationales, essaient de débaucher les ressources humaines de qualité qui résident au sein des ONG nationales, ce qui impacte sur les capacités. Également, nous avons constaté en termes de résultats, en termes de constats sur les pratiques et les discours et les pratiques terrain, c'est qu'il y a quasiment absence des acteurs locaux dans les instances de prise de décision, notamment l'équipe humanitaire pays, les systèmes de coordination des différents clusters, notamment tous les clusters sont les leaders des clusters, les co-leads, sont tous soit ONG internationales et système des Nations Unies. Il n'y a pas de place pour les ONG nationales. Donc, c'est tous ces aspects que je voulais partager pour montrer que l'exemple de réussite que nous avons actuellement avec ACPP, c'est d'aller d'abord de la planification, l'identification des besoins, jusqu'à la formulation et jusqu'à l'exécution et au suivi. Donc, c'est vraiment un accompagnement continu, toute la chaîne de la mise en œuvre du projet et aussi de l'analyse des appels pour comprendre les exigences des bailleurs et aussi la justification. Ce qui renforce sur la chaîne les capacités de l'organisation. Voilà quelques témoignages que je voulais dire de l'importance parce que j'ai fait une étude un peu large sur cet aspect au Niger. Donc, vraiment, il y a beaucoup et l'intérêt de pouvoir des initiatives comme ça était vraiment encourageante et à continuer à donner la place aux ONG, aux acteurs locaux, la place qui est leur. Parce que la pandémie de COVID-19 nous a permis de comprendre exactement qu'il faut travailler avec les acteurs locaux. Parce que les acteurs internationaux ont tous vidé le terrain et l'action humanitaire a continué. En tout cas, pour le cas du Niger, nous avons pu continuer. Nous avons donné la réponse COVID. Donc, il faut également qu'on arrive au lieu de continuer à croire que les acteurs nationaux n'ont pas de capacité, il faut plutôt positiver et renforcer et intégrer des lignes de renforcement des capacités techniques et des ressources humaines des ONG. Voilà quelques témoignages que je voulais partager, juste pour dire que vraiment la localisation marche dans certains cas. Et nous notre cas est un cas palpable. Merci. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia. Merci beaucoup d'avoir partagé cette expérience. Désolé pour les erreurs dans la partie technique. Il y a aussi un autre commentaire qui apparaît dans le chat qui dit que l'un des défis, c'est redéfinir le rôle des ONG internationales. Il faut le rappeler, et dans certains cas, ça implique la disparition de certaines d'entre elles. Dans le cadre du grand compromis, grand bargain, il y a un document où on parle de quel va être le rôle des organisations internationales et des intermédiaires. Bon, nous allons bientôt fermer. Il y avait de nombreuses questions. Nous avons vu qu'il y avait certaines avancées au niveau international, mais qu'il reste encore un très long chemin. La relocalisation est un sujet au moins qui n'est plus en question, qu'on ne remet pas en cause, qui est évident maintenant. On veut mettre fin aux pratiques coloniales et patriarcales, dit une autre question. Cela a forcé les structures à changer leur fonctionnement, le fonctionnement des structures et du leadership. C'est ce que suppose la relocalisation. Mais comme nous le disions, il ne s'agit pas seulement d'argent, mais il s'agit de structures de pouvoir et de direction. D'autre part, nous avons vu depuis le bureau de l'action humanitaire de l'ASI, il y a eu des avancées. Depuis l'agence basque, nous avons pu voir avec les collègues les difficultés auxquelles elles doivent faire face. Et nous avons beaucoup parlé également des difficultés de certains des défis qui vont arriver à moyen et long terme. Nous avons vu que pour les bailleurs de fonds aussi, de quelle façon les organisations locales ont pu partager certaines de leurs réflexions et quels étaient les points faibles. Je voulais aussi, on a pu partager avec quelques-unes de ces organisations, ça me semblait particulièrement important. Je voudrais aussi donner quelques conclusions, voir à quel point les organisations locales ne font pas partie des organisations de la coordination des organisations internationales.
voit aussi qu'il y a un manque d'expérience en ce sens de la part des bailleurs, ce qui rend le processus beaucoup plus difficile. C'est un processus dans lequel nous sommes tous en train d'apprendre, nous apprenons même quelles sont les normes. Enfin, on voit encore comment les organisations locales on les voit toujours comme des prestataires de services et pas comme des partenaires. Il est important de changer ces structures de pouvoir. On voit aussi qu'il y a un manque de dialogue entre les acteurs nationaux et internationaux. Et la question du transfert des risques vers les organisations locales, nous devons en être très, très conscients. Et par rapport à ce dernier sujet, on voit aussi que beaucoup de décisions stratégiques sont toujours prises depuis au niveau international. Et les organisations nationales n'ont pas ce pouvoir de décision ni cette reconnaissance de la part des acteurs internationaux. Les acteurs locaux doivent avoir la possibilité de négocier elles-mêmes, faire en sorte de ne pas avoir besoin d'avoir quelqu'un qui les représente. Et donc, il faut essayer de créer ces espaces pour que les acteurs locaux puissent prendre leurs propres décisions, puisque ce sont ces organisations qui connaissent le contexte et savoir quelles pourront être les interventions, une intervention de qualité. Enfin, on a aussi parlé de la nécessité d'une plus grande transparence entre les organisations internationales et les organisations locales. Des fois, toute l'information n'est pas partagée, n'est pas échangée. Bien, j'en resterai là. Je veux vous remercier toutes et tous pour votre collaboration. C'est un thème passionnant. Il y a beaucoup de débats à venir, beaucoup de défis. Mais s'il faut être, soyons positifs, il faut voir que nous sommes tous au même point et nous voulons continuer à avancer. Il faut au moins voir que ce programme n'est plus remis en cause. Nous allons donc vous envoyer un document avec les principales conclusions et nous mettrons les vidéos sur la chaîne de YouTube de la coordination d'ONG, que je remercie beaucoup. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Merci. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.